Donc, bonjour à tous, Frédéric Rupli, animateur de XMP Entrepreneur. J'ai grand plaisir à accueillir nos amis à distance et nos amis ici présents dans la salle pour notre première soirée de l'année scolaire. C'est l'occasion pour moi de vous donner quelques mots sur la vie de XMP Entrepreneur. Donc, je vous rappelle que nous sommes une association, loi 1901, émanation commune aux alumni des 3 écoles X-Minépon et leurs groupes d'écoles respectifs. Et ensemble, nous mutualisons notre effort en direction de l'entrepreneuriat. Plus particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat? Ça veut dire en direction des créateurs, en direction des repreneurs ou en direction des entrepreneurs qui ont déjà créé ou repris, mais qui se sentent encore pleinement entrepreneurs avec une envie d'être accompagnés sur le plan associatif. Voilà donc ce que c'est que XMP Entrepreneur. Et pour ça, nous avons donc un club des créateurs, un club des développeurs, un club de repreneurs. Et dans chacun de ces clubs, nous mettons en commun d'abord les bonnes pratiques des uns et des autres dans leur parcours de créateurs, de repreneurs ou de chefs d'entreprise. Nous prodiguons de l'accompagnement, nous proposons des formations, nous proposons des soirées et nous proposons à tous nos membres de rentrer plus généralement dans l'écosystème de toutes les grandes écoles en matière d'entrepreneuriat, regroupées sous l'égide de grandes écoles entrepreneurs ou G2E, qui est une association à laquelle XMP appartient, ainsi qu'une vingtaine de grandes écoles françaises qui mutualisent leurs efforts et la dynamique de ce qu'elles ont à offrir aux futurs entrepreneurs. Ce soir, c'est une soirée proposée par le Club des développeurs d'XMP Entrepreneurs sur un thème qui nous est cher, qui contribue dans cet univers très ingénieur à parler d'autre chose que de technique et à parler un petit peu de business. Et donc, je vais rapidement donner la parole à Claude Chabrol, qui anime pour XMP Entrepreneurs le Club des développeurs. Juste un dernier mot, la séance de ce soir est enregistrée avec l'accord de notre orateur principal et je l'espère de son correspondant à distance. L'idée est que cet enregistrement puisse être uploadé sur notre petite chaîne YouTube. C'est un grand mot pour désigner le fait que toutes les conférences de XMP Entrepreneurs sont accessibles en ligne, en replay, sur un emplacement spécifique sur YouTube, et elles ont toutes entre 10 et 30 vues, donc nous sommes assez fiers. Même plus que ça. 70, j'en ai vu à 70. Même à 100, oui. On en arrive à 100 maintenant. Oui. Alors, merci du commentaire encourageant et élogieux. Sachez-le, elles sont toutes enregistrées. Second mode opératoire, c'est je remercie tous ceux qui sont à distance de se mettre en mute de façon à ne pas souffrir de bruit de fond. Néanmoins, ce qui fait la beauté d'une soirée comme celle de ce soir, ce sont vos questions. Comme nous ne sommes pas si nombreux que ça, j'ai envie de dire, sentez-vous libre, soit de prendre la parole, à distance ou dans la salle, soit pour ceux qui sont à distance via l'outil conversationnel de Zoom, hein, en bas de l'écran, ça se fait très bien. Et nous verrons avec Claude comment nous pouvons répondre à vos questions. Voilà, la soirée est ouverte. Je passe la parole à Claude Chabrol, donc animateur au sein de XMP Entrepreneurs, de notre cellule que nous appelons le Club des développeurs. Et Claude va dire peut-être en un mot ce qu'il fait avant de présenter notre orateur du jour. Alors, en général, dans un club, merci Frédéric, dans un club, on se retrouve ensemble. En fait, je me suis rendu compte assez vite que la notion de club pour aider les gens qui sont en action dans leur entreprise, ça ne marchait pas, que ces gens-là, ils étaient toujours submergés par le boulot et que le seul moyen de les rencontrer, c'était d'accepter de les rencontrer chez eux. Et donc, ça s'est très vite transmuté en des sessions de coaching 1 vers 1, d'une personne vers un dirigeant d'entreprise surbooké. Et donc, je suis en relation avec une quinzaine d'entre vous qui acceptaient de dialoguer avec moi pour essayer de réfléchir sur comment fonctionne leur entreprise. Dans le cadre de cette relation avec des développeurs d'entreprise, je me suis rendu compte que beaucoup de mes coachés avaient une sensibilité vraiment très faible à l'action commerciale. Et finalement, je me suis rendu compte que, alors que quand j'étais chef d'entreprise, l'action commerciale primait sur tout le reste, eh ben, les gens qui se lancent, qu'ils reprennent une entreprise ou qu'ils en créent une,
considèrent cette activité, en tout cas dans le milieu des ingénieurs, des écoles d'ingénieurs dont nous sommes issus, ont tendance à, je dirais, réduire cette activité ou ne pas la considérer comme aussi importante que je la ressens personnellement. Alors, j'ai essayé dans le passé de trouver des experts qui pouvaient intervenir pour nous présenter comment fonctionne l'activité commerciale. J'ai en mémoire une première intervention en novembre 2020 de Grégoire Michel qui nous avait fait une présentation sur comment l'organisation pouvait se faire entre les activités de promotion amont et les activités de vente. Et c'est une conférence que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de novembre 2020. Puis en mars 2021, j'ai pu faire intervenir 2 petits jeunes qui avaient créé dans le cadre de l'activité des ponts à Station F, qui avaient créé une entreprise de conseil en marketing digital orienté B2B. Alors dans le marketing, il y a orienté vers les entreprises ou orienté vers les particuliers. Eux, ils étaient orientés vers les entreprises. Et ça, c'est une conférence qui date de mars 2021 et qui est aussi encore sur notre chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau spécialiste, un nouvel expert, Jean-Marc Semama, qui lui a une sensibilité à la promotion de l'activité commerciale dans le domaine de la valeur perçue par les clients potentiels de ce qu'on peut leur apporter. Et j'ai trouvé cette attitude et cette démarche très riche et très fondatrice. Et donc, j'ai tenu à ce que Jean-Marc vienne nous faire une présentation de son mode de fonctionnement et de sa manière de travailler. Jean-Marc Semama. Merci Claude. Donc merci, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de m'accorder un peu de temps. Je suis entrepreneur comme vous, donc je sais que chaque minute compte quand on entreprend. Donc 2 mots sur mon parcours avant de commencer la présentation. Donc après l'X et les télécoms, j'ai fait 15 ans dans le domaine du digital, des entreprises comme IBM, Capgemini. C'est chez IBM notamment que j'ai découvert le métier de la vente, à la fois par l'école des ventes puis la pratique en tant qu'ingénieur commercial. Et après, l'autre moitié de ma vie, je l'ai fait dans l'industrie et l'énergie, dans le groupe Areva, puis dans le groupe Vallourec. Et chez Areva, j'ai eu un job qui était complètement nouveau pour moi. Je me suis occupé du marketing des offres du groupe. Et après, chez Vallourec, j'étais directeur marketing du groupe. Et en fait, c'est pendant ces années que, en fait, à la fois par la pratique et surtout par l'échange avec des professeurs de business school, j'ai travaillé en fait pendant une quinzaine d'années ce sujet du marketing des offres. Comment est-ce qu'on peut concevoir son offre et la différencier de la compétition. Donc, ça va être l'objet de ma présentation de ce soir. Donc, pour utiliser un terme en français, cette méthodologie, nous, dans l'entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Clever Values, qui est focalisée sur ce sujet-là, on appelle ça l'ingénierie de la valeur des offres. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on a cherché à structurer ça avec des méthodes. De la même façon que quand on fait de l'ingénierie de produits, il y a des méthodes et des approches pour faire la conception technique et le design d'un produit. De la même façon, quand on va travailler sur son offre, sur sa proposition de valeur, on peut utiliser des méthodes et des techniques. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est éminemment interactif. Donc, le point de départ. J'ai créé cette entreprise avec Jacques Millery, qui a un parcours un peu similaire au mien. On a travaillé ensemble chez Cap, il a travaillé dans des groupes aussi d'ingénieurs sur le sujet de l'offre. Et en fait, le constat qu'on a fait tous les deux au cours de ces 15 ans d'expérience réciproque du sujet, c'est qu'en fait, les entreprises de culture technique ou technologique ne sont pas les mieux armées pour travailler sur leur offre et la proposition de valeur. Pourquoi? Parce que, j'assume, je suis ingénieur aussi, quand on est ingénieur, quand on est faire de la technique, quand on va parler de son offre, on va parler des avantages techniques. On va se retrouver avec des présentations. Alors moi, dans ma vie, j'en ai eu des quinzaines, des vingtaines, des trentaines comme ça, où il y a des slides entiers sur les avantages techniques de l'offre. Alors, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et il est très rare aussi, comme on est fier de ce qu'on a fait, on a envie de mettre en avant sa technologie, ses usines, ses procédés industriels, son ingénierie. Et on part finalement dans les présentations assez peu du client et assez peu du point de vue du client. Et les quelques fois où il y a un effort pour parler du point de vue du client, il est extrêmement rare qu'il y ait un effort de quantifier l'impact de son offre sur le client, que ce soit un impact en euros ou un impact environnemental. C'est quelque chose qui apparaît assez rarement. Et le résultat de tout ça, la synthèse de tout ça, c'est qu'en fait, les entreprises n'ont pas forcément le
le taux de succès commercial qu'elles méritent. Elles n'ont pas un retour sur investissement commercial suffisant. Et pour peu, ce qui arrive quand même assez souvent, qu'il y ait un compétiteur qui soit un peu low cost dans la salle, elles n'ont pas le prix optimal. Et dans notre beau pays, en France, puis même si on regarde en Europe, il y a plein d'entreprises qui ont des trésors de technologie. Et notre mission qu'on s'est donnée avec mon associé chez Clever Value, c'est d'aider ces entreprises à avoir justement la part de marché qu'elles méritent avec un niveau de prix qui est décent par rapport aux investissements qu'elles ont mis dans la technologie. Alors, je vais prendre un cas pratique pour dérouler la méthode et pour vous expliquer la méthode. Alors, le cas, il est un peu antérieur à la création de Clever Values. Clever Values, on l'a créé il y a 1 an et demi. Juste avant ça, je vous l'avais dit, j'étais dans le groupe Vallourec. Et chez Vallourec, donc Vallourec, vous connaissez tous, je pense, c'est des tubes en acier sans soudure, pour être précis. Et en fait, il y avait un domaine qui était, donc Vallourec très fort dans le domaine du pétrole, mais n'était pas du tout présent dans le domaine de l'industrie solaire. Et on s'est dit que c'était complètement absurde, il y avait un Eldorado qui était là, donc il fallait qu'on rentre dedans, mais comment rentrer dans l'industrie solaire? Et le positionnement qu'on a voulu prendre, c'était de fournir des tubes de structure pour des bâtiments sur lesquels il y aurait des panneaux solaires. Alors, en termes de cas marketing, c'est assez intéressant parce que ces tubes de structure, enfin, pour l'instant, la structure de ces bâtiments, elle n'était pas en tube, mais elle était en ce qui s'appelle en profil ouvert, fournie essentiellement en France par une entreprise qui s'appelle ArcelorMittal. Et la différence de prix entre les tubes Vallourec et les profilés d'Arcelor a été du simple au double, donc 2 fois plus cher. Donc c'est un bon cas marketing. Comment est-ce qu'on a réussi à craquer le truc? Ce qu'on voit dans le slide en haut, c'est un vrai hangar agricole avec des tubes Vallourec. Et depuis, il y en a une vingtaine qui ont été construits. Alors déjà, si on s'était positionné uniquement en termes de produits techniques, jamais rien ne se serait passé. Donc, on ne s'est pas limité à vendre du produit, mais on a inclus une dimension de service. Et la dimension de service qu'on a incluse, c'était qu'on a développé un logiciel avec l'aide d'architectes qui permettait de simplifier au maximum la structure du hangar. Donc, ces petits schémas qu'on voit en bas, c'est un exemple de la sortie du logiciel. Et surtout, dans un monde qui était à la fois le monde du solaire et le monde, on visait le monde des hangars agricoles, donc le monde des paysans, chaque centime d'euro de comptait. Donc, si on n'avait pas eu une proposition de valeur bien structurée et bien quantifiée, on n'aurait jamais réussi à percer. Alors, donc ça, juste l'exemple, je le prends uniquement pour illustrer la méthode. Donc, la méthode, voilà à quoi elle ressemble. On a segmenté ça en plusieurs étapes. Les 2 premières sont assez classiques, mais elles sont nécessaires. Il y a une première étape qui est une étape de segmentation des clients. On va voir après les livrables. Et à chaque fois, donc, on a découpé ça comme des méthodes d'ingénierie avec des étapes et des livrables bien précis. Après, on va travailler sur l'écosystème. Donc, ce qu'on appelle l'écosystème, c'est au-delà des clients, quels sont les compétiteurs, quels sont les partenaires, quels sont les logiciels aussi ou les données qui sont présentes soit dans l'entreprise, soit chez les compétiteurs, chez les partenaires, et où est-ce que ces données peuvent créer de la valeur. Et voilà, donc ça c'est la partie écosystème. Donc ces 2 premières phases, c'est en quelque sorte avoir le champ de bataille, votre champ de bataille concurrentiel. Ensuite, on va rentrer dans le cœur de la méthode, c'est travailler sur la proposition de valeur elle-même. Donc plusieurs phases qui vont, alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après. Et après, on va travailler sur une notion de quantification. Donc quantification différentielle par rapport aux compétiteurs. Quantification de la valeur créée. On va voir ça tout à l'heure. Après, donc, il y a une phase qui est de « OK, on a une proposition de valeur, mais quel est le business model? Comment est-ce que je dois m'organiser pour la délivrer? Et est-ce que c'est rentable ?» Et dernière phase, la méthode va un tout petit peu plus loin avec le marketing. On rentre dans la sphère commerciale. On transforme tout ce qui a été fait en amont sous forme d'une stratégie commerciale et sous forme d'argumentaires commerciaux qui pourraient être utilisés avec un client, un nouveau client. Alors, on va illustrer ça de façon un peu méthodique. Donc, le premier aspect, c'est les 2 premières phases, on a dit que c'est l'écosystème. Donc, en premier, c'est les segments de clients. Donc, on va prendre le cas de Vallourec. Le sujet qui se pose à chaque fois, c'est qu'une proposition de valeur ou une offre, elle va être ciblée sur un segment de clients. Donc, là, si on avait vu qu'il y a par exemple plusieurs segments qui étaient possibles, des installateurs solaires de hangars agricoles qui vont installer clé en main des hangars pour des agriculteurs. Et à côté, par exemple, il y avait des propriétaires de hangars industriels. L'offre et la proposition de valeur et la façon de commercialiser l'offre, même les services qu'on va mettre à l'intérieur, ne sont pas forcément les mêmes dans le premier cas, dans le deuxième cas. La question qui va se poser, et surtout quand on a une entreprise de taille restreinte, en fait, c'est sur quoi je me concentre. Parce que construire une proposition de valeur bien faite, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail. Donc, comment choisir? Et comment choisir? Quels sont les critères qu'on va retenir pour choisir un des segments? Alors, dans la méthode, ce qu'on a mis, c'est qu'on se pose quelques questions
on pose à l'entreprise, ici à Vallourec, quelques questions qui permettent de mettre une priorité, mais ce qui est important, c'est que la priorité, elle n'est pas uniquement sur des critères de taille du marché. On pense tout de suite à la taille du marché. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions qui vont permettre de jauger en quoi vous apportez vraiment quelque chose à vos clients, en quoi vous apportez vraiment une valeur, et en quoi vous allez pouvoir vous différencier des solutions existantes. Et c'est en fonction de ça que vous allez retenir un segment. Donc chez Vallourec, on avait choisi, en fonction de ces critères, les installateurs solaires de hangars agricoles. On voit à l'intérieur qu'il y a plusieurs noms de clients. Le but, c'est de trouver des clients et les clients les répartir selon les segments. Et là, nouvelle question qui va se poser. Si je dois en interviewer quelques-uns, ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie, sur lesquels je me concentre. Et la même chose, on a mis des questions qui permettent de mettre un ranking entre les clients et de choisir des clients qu'on va appeler pilotes. Alors, les pilotes, ce n'est pas forcément les premiers clients avec lesquels on va signer. Bon, dans le cas de Verson, c'était effectivement le premier client avec lequel Vallourec a signé, mais ce n'est pas forcément le cas. Et on va choisir ces clients parce que vous allez juger avec ces critères que passer un peu de temps avec ces clients, c'est rentable, parce que ils vont vous donner des informations qui vont vous permettre de construire une offre qui sera valable pour le segment, représentatif. Et puis, tout simplement, vous avez accès à ces clients, c'est un autre critère qui est assez simple, mais c'est aussi important. Voilà, donc ça c'est la première phase, segmentation, choix des clients, du segment cible et des clients pilotes. On avait choisi notamment Verson. Alors, la recommandation qu'on a, c'est qu'il vaut mieux en prendre 2 ou 3, parce que si on en prend un seul, le sujet qu'on a eu, et peut-être que Frédéric tout à l'heure témoignera, quand on avait commencé par un premier client, quand on avait travaillé avec l'entreprise de Frédéric, et en fait, on a un effet d'éblouissement. Surtout quand le client, l'entretien s'était très, très bien passé. Donc, on a plein d'informations, mais sur un client, et on va être trop influencé. Donc, il faut en voir plusieurs pour voir les modes communs, voir où est-ce qu'il y a des axes de création de valeur sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser pour adresser tout un marché. Donc, voilà, donc ma recommandation, c'est généralement 3 clients, c'est pas mal. 2 ou 3 clients, c'est pas mal. Étape suivante, donc dans l'écosystème, il n'y a pas que des clients, il y a des compétiteurs. Donc voilà, on va s'intéresser aux compétiteurs, au type d'offres qu'ils ont. Les partenaires éventuels, donc là dans le cas évoqué de Vallourec, on avait besoin de constructeurs métalliques qui faisaient à la fois la conception détaillée et puis la construction du hangar. Et ensuite, on va identifier l'endroit où il y a des données ou des logiciels. Et par exemple, le logiciel de conception de Vallourec que j'évoquais tout à l'heure, une flèche veut dire mon logiciel, il va pouvoir apporter de la valeur à tel et tel segment. Donc, ça permet d'avoir déjà des idées de création de valeur. Donc, ça, c'est la première étape, c'est vraiment le fond de carte, le plan de bataille. Après, donc on va rentrer un peu plus dans la phase qu'on appelait tout à l'heure construction de la proposition de valeur. Et la première étape, alors déjà, comment on fait? On ne va pas raisonner au niveau du segment, de tout le segment installateur de hangar agricole, parce que c'est trop abstrait. Si vous cherchez à construire votre offre de façon générique tout de suite, vous n'y arriverez pas. Vous prenez un premier client pilote, vous creusez à fond ce client pilote, vous en prenez 2 ou 3, vous faites des modes communs et vous y arrivez. C'est beaucoup plus concret et beaucoup plus facile. Alors, on prend un client pilote, on avait pris Verson, c'est un installateur de hangar agricole basé à côté de Poitiers. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, on va décomposer, on va identifier, le premier objectif, c'est d'identifier ce qu'on appelle l'objectif métier du client pilote. Et avant d'aller l'interviewer, il faut réfléchir à quelque chose pour lui proposer des idées. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris tout simplement tout le processus de vie de Verson, tout son processus de fonctionnement, depuis la conception des hangars, fabrication des composants du hangar, installation du hangar, là j'ai simplifié exprès. Et à chaque étape, on va identifier l'indicateur de performance par lequel il se mesure. Donc sur la première étape, par exemple, c'est le coût du kilowatt du hangar une fois qu'il sera installé, le coût du kilowattheure. Au niveau de la fabrication, c'est le coût de fabrication, etc. Et de tous ces KPI, vous allez en retenir un qui à la fois est assez important pour votre client, sinon il n'aura pas envie d'investir dans votre produit, et sur lequel vous pensez pouvoir apporter quelque chose. Donc nous, ce qu'on avait choisi, c'était en fait la réduction du coût du kilowatt ou du kilowattheure du hangar une fois installé. Alors, deuxième étape. La première étape, elle va être trop difficile. Celle-là est plus complexe, parce qu'une fois que vous avez votre objectif métier principal qu'on retrouve en haut, après, vous allez essayer d'identifier les problèmes que votre client rencontre pour atteindre son objectif principal. Et ça, et également ce qu'on appelle les bénéfices attendus. Bénéfices attendus, ça veut dire quelque chose que Verson, ici, que le client final serait ravi d'avoir, mais qu'il n'a pas forcément avec les solutions existantes. Ça, c'est plus compliqué parce que ça, vous êtes obligé d'interviewer le client pour ça. Et même si Verson, il était OK pour nous recevoir, c'est un chef d'entreprise comme vous et moi, et donc il avait 45 minutes. Donc 45 minutes, il fallait faire sortir les problèmes et les bénéfices. Ça, c'est pas trivial.
Donc, ce qu'on propose dans notre approche, c'est qu'on a préparé en fait des grilles d'interview standards qu'on va customiser, bien sûr, au cas spécifique de l'entreprise. Et donc, ce qui va permettre d'être particulièrement efficace pendant ces phases d'interview. Et donc, typiquement, dans le cas de Verson, on avait fait ressortir avec cette approche qu'un des problèmes, c'est le coût de fabrication. Un autre problème, c'est le coût du revêtement, c'est-à-dire la peinture nécessaire pour protéger l'acier contre la rouille, notamment. Et un des bénéfices attendus, il voulait, par rapport aux solutions existantes, plus de place dans son hangar pour l'agriculteur. Alors, ces phases d'interview, j'insiste dessus parce que c'est vraiment fondamental. C'est de ça que vous allez vous nourrir. Le point qui est important, c'est que la phase de préparation doit être beaucoup plus longue que la phase d'interview. Je prends alors Frédéric parlera du cas d'Osmos, mais je vais parler d'un autre cas. On est en train d'aider une entreprise qui s'appelle Access, en fait, qui est en fait, c'est une filiale de Vinci qui offre un ensemble de services aux transporteurs routiers, du télépéage, mais d'autres services, géolocalisation, etc. Et en fait, par exemple, on a eu ce matin, on a eu des interviews, et notamment les interviews, c'était avec des représentants des fédérations de transporteurs routiers, et un des premiers qu'on a fait, c'était en Roumanie. Donc cette interview, on l'a hyper bien préparée. On a dû passer 3 heures à préparer une interview qui aura duré 1 heure. L'intérêt, c'est qu'on a pu envoyer aux personnes qu'on allait rencontrer le guide d'interview avant. Il était suffisamment compact. Il s'était approprié. C'est la même chose aussi dans le cas d'Osmos. Frédéric le racontera. Le client s'est approprié. Il avait déjà répondu avant même qu'on fasse l'interview. Et donc, on a pu se concentrer sur les sujets essentiels. Donc, voilà. Mais ça demande beaucoup de préparation en amont et beaucoup de temps en aval. Ça, on va le voir juste après, pour exploiter le résultat de l'interview. Alors, une fois qu'on a donc les problèmes et les bénéfices, alors cette première phase, c'est une phase qui se fait plutôt avec le créateur de l'entreprise, ou si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui s'occupe du commercial ou de la vente, c'est plutôt avec les équipes commerciales. La phase suivante, on fait rentrer les équipes d'innovation et les équipes techniques. Alors, comment on fait ? On part des problèmes et on va chercher, en dialoguant avec l'équipe d'innovation, à identifier des solutions face à chaque problème. Et ces solutions, on va essayer de trouver des solutions qui soient plus intelligentes que les solutions des compétiteurs, pour essayer de mieux répondre aux problèmes que les compétiteurs. Donc, on va prendre le coût du coût de fabrication, dans le cas de Vallourec. Donc, il y avait un but de baisser le coût de fabrication. Alors, nos tubes étaient certes 2 fois plus chers que la compétition, mais par contre, ce qu'on avait trouvé avec nos ingénieurs, c'est qu'en les assemblant d'une certaine façon, avec une certaine forme de poutre, on arrivait à avoir une portée qui était sans commune mesure avec la portée des poutres d'Arcelor. Donc, on avait un poteau tous les 70 mètres, alors que Arcelor, il avait un poteau tous les 10 mètres. Donc, à partir de là, on réduit le temps de fabrication, il y a moins de piliers, on réduit le temps de revêtement et on libère de la surface au sol. Donc, voilà là, comment on arrive. Et là, on voit apparaître les attributs de la création de valeur. Pour la rendre encore plus concrète, on reboucle avec les équipes techniques et face à chaque service, on va détailler la façon dont se passe le service. Notamment ici, c'était la conception de la structure ou la préfabrication. Et on va détailler aussi les caractéristiques techniques des tubes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à votre offre, dans cette phase-là, parfois, vous allez avoir à trouver des choses. Je suis sûr que Frédéric en parlera tout à l'heure, des services qui ne sont pas dans votre entreprise pour vraiment répondre aux attentes de vos clients et vous demandez des choses que vous n'avez pas forcément chez vous. Donc, c'est là que vous allez faire des arbitrages. Est-ce que je développe en interne? Est-ce que je fais des partenariats? Et dans d'autres cas, vous allez trouver des éléments qui sont dans votre offre, mais qui n'apportent rien, qui sont corrélés. Là, c'est les flèches, à moins que ça apporte de la valeur quelque part, qui sont sans rien. Alors là, ce n'est pas le cas. La préfabrication, on en avait besoin. Mais il y a des cas où ça n'apporte rien. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous poser une vraie question. Est-ce que je garde ce produit ou est-ce que je garde cette caractéristique de service qui est en train d'alourdir mon prix et qui ne crée pas de la valeur en plus? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'expérience, quand on fait travailler les entreprises sur ce mode-là, si on les laisse parler toutes seules, si on aborde ce sujet de la construction et la proposition de valeur, et qu'on les laisse travailler toutes seules, elles passent 90% du temps de la réunion sur les produits et services de l'entreprise, parce que c'est la zone de confort. Nous, on les oblige avec cette méthode à passer autant de temps avec le lien, avec les bénéfices et les problèmes. Voilà, c'est un des points. Alors, ça, c'est bien, mais quand on a fait ça, on est content, on est fier, on a quelque chose qui commence à tenir la route, mais mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait que la moitié du boulot. Parce que, comme vous êtes en B2B, alors oui, notre méthode ne marche qu'en B2B. Si certains d'entre vous font du B2C, c'est pas malheureusement, on n'aborde pas ce sujet-là. Donc, c'est vraiment pour le B2B. En B2B, à la fin, votre client, il va se réunir dans une table comme ça, avec soit ses actionnaires, soit les membres de son équipe, et ils vont prendre une décision d'investissement. La décision d'investissement, c'est toujours sur un critère qui est un critère quantifié. Alors, en euros,
On va voir que maintenant, il y a d'autres critères qui arrivent, mais essentiellement en euros. Ou en délai, en délai de retour sur investissement. En délai de retour sur investissement, tout à fait. Et en fait, quand on fait ça, alors face à ça, il faut s'obliger, et je dis ça parce que dans les entreprises d'ingénieurs ont toujours peur de faire ça, parce qu'ils ont peur de se tromper. Ce n'est pas grave si les formules ne sont pas parfaites, au moins vous avez un outil de discussion avec vos clients. On va s'obliger à quantifier. Quantifier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas dans l'absolu, c'est en différentiel par rapport à votre compétiteur le plus agressif. Alors dans notre cas, c'est facile, c'est Arcelor. Dans certains cas, vous inventez quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que certains d'entre vous ont des solutions complètement nouvelles. Dans ce cas-là, vous comparez à l'existant. Par rapport à l'existant, quel est le delta de création de valeur que j'ai. Donc le but, c'est de calculer un delta de création de valeur. Mais avant de mettre des euros en face, la première étape, c'est, qu'on recommande fortement, c'est vous prenez chaque bénéfice, chaque solution, et vous mettez une formule de quantification. Donc on prend un exemple ici, on avait parlé de la surface au sol. On avait pris une formule qui était toute bête, le nombre de piliers, delta de piliers que j'économise par rapport à mon compétiteur. Donc par rapport à Arcelor, la surface du pilier multipliée par la surface du pilier, multipliée par le prix du mètre carré. Et après, pour un nouveau projet, on met des paramètres et il y a une somme en euros qui apparaît. Et vous voyez qu'on s'oblige à faire des formules avec des variables hyper explicites. Comme ça, en 15 secondes, vous avez déjà compris comment marche le calcul. Pourquoi c'est important? Parce que si Vallourec avait été voir Vertson et avait dit, écoutez, je vais vous faire gagner, monsieur Vertson, 41 850 € face à Arcelor. Il n'y a aucune raison que Vertson le prenne. Si Vallourec est transparent et monte ses formules de compétification, au moins, ça génère des réactions. Alors, il y aura toujours un client qui va vous dire « Non, ce n'est pas exactement comme ça que je calcule. Très bien, vous modifiez la formule. » Mais après, vous lui laissez quelque chose qu'il va pouvoir s'approprier. Ce n'est plus une boîte noire. Donc, il peut l'intégrer dans son cycle de décision. J'ai même vu, c'était toujours du temps chez Vallourec, des acheteurs chez un de nos clients qui était Subsea7 nous dire « On aime bien votre méthode là parce qu'on va pouvoir… » prendre tous vos concurrents disent qu'ils ont plein d'avantages qui plaisent aux équipes fonctionnelles, mais au moins là, aux équipes opérationnelles, mais au moins là, on va pouvoir quantifier et on aura un critère de choix objectif. Ça, c'est bien, c'était très bien jusqu'à il y a 5 ans. Depuis 5 ans, on nous demande systématiquement un autre volet qui est le volet environnemental. Donc, de la même façon, vous allez faire une évaluation de la différence d'impact environnemental. Ici, c'est de la tonne de CO2, des fois, ça va être de l'économie d'eau, etc., en différentiel par rapport à votre compétiteur. Et là, on avait pris on était obligé de prendre tout le cycle depuis la production de l'acier jusqu'à l'installation du produit fini. On est arrivé à montrer un gain par rapport à notamment tout simplement lié au tonnage d'acier qui était nettement plus faible que le tonnage d'Arcelor. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que après, il y a toujours une question qui se pose, à quel niveau je me mets en termes de prix. Alors, il y a la méthode classique de pricing qui est je prends mes coûts, je fais une marge qui me plaît, et par rapport à ça, je fais un coût plus une marge. C'est bien, c'est important, parce qu'à la fin, ça permettra d'avoir quelque chose de rentable, ce qui peut servir. Mais ça ne suffit pas. Jusqu'où vous pouvez aller? Et jusqu'où vous pouvez aller, vous pouvez avoir une idée de cela. Si vous arrivez à récupérer, mais ça, vos clients, ou normalement, doivent vous donner quelques informations là-dessus, une idée du prix de la compétition. Donc, sur le petit schéma, c'est ce qu'on voit en bleu, là, le prix d'ArcelorMittal. C'est des valeurs factices. Hein. Les vraies valeurs, c'est les propriétés de Vallourec. Et ensuite, on a mis au-dessus, vous retrouvez le calcul qu'on a fait juste avant. Donc, les différentes couches du millefeuille, là, c'est la valeur en plus que vous pouvez créer par rapport à Arcelor. L'intérêt de tout ça, c'est que tant que votre prix sera inférieur à la somme des deux, donc tant que vous serez dans la zone verte, on va dire, et ben en fait, quand le client va faire son calcul, il gagne quelque chose. Donc voilà, ça vous donne le prix maximum auquel vous pouvez vendre et ça vous donne une façon de justifier aussi le delta de valeur. Alors, avant-dernière étape, on a au centre la proposition de valeur qu'on retrouve, la conception du hangar sans pilier intérieur. Mais après, comment je la rends concrète? Alors, en termes d'activité, de quoi j'ai besoin? De personnes qui font de la conception, de la production de tubes, des ressources, donc chef de projet, business développeur, de partenaires éventuels, constructeurs d'acier, dans ce cas-là. Et qu'est-ce que j'ai en face en termes de relations clients? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait? Est-ce que la force de vente directe? Comment je suis mon client depuis la découverte du produit jusqu'au suivi après-vente? Ça permet ensuite d'avoir des flux de revenus face à une structure de coûts et de vérifier que vous êtes dans un environnement profitable. Et toute dernière étape, maintenant, on va passer en phase de vente. Et pour un nouveau client, si vous êtes en phase de vente avec un nouveau client, la méthode qu'on préconise ici, c'est de prendre l'organigramme de votre client, de faire un diagnostic de la qualité de relation que vous avez avec les différents acteurs
la qualité de la relation que votre compétiteur a avec ses acteurs. Donc, ça, c'est les chiffres en couleur pour les vôtres et en noir et blanc pour le compétiteur. Alors, essayez de juger un peu le type de personnage que vous avez en face. Est-ce que c'est quelqu'un d'analytique, d'expressif, etc. Où sont les vrais décideurs? Et vous voyez que le décideur, en fait, ce n'est pas forcément uniquement le président. Qui peut vous aider? Ça, c'est les coachs. Et en fonction de ça, votre client, donc ici Valorec, enfin, notre client et vous, en fait, vous allez faire un plan de visite. Vous allez dire, il faut que j'aille voir un tel, parce que ceux-là, ils sont bien, le compétiteur est proche d'eux et moi, je ne les ai pas beaucoup vus. Et ensuite, dans la méthode, l'idée, c'est de chercher à voir quand vous allez voir une nouvelle personne, le directeur technique, par exemple, chercher à savoir ses objectifs professionnels. Normalement, ça, vous devez le savoir. Si vous avez une petite idée, si vous êtes bon commercialement, vous avez une petite idée de son agenda secret. Et par rapport à ça, vous allez décliner la proposition de valeur de façon un peu différente. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs attributs tout à l'heure dans une proposition de valeur, plusieurs éléments de création de valeur. Vous allez insister pas sur les mêmes arguments quand vous allez voir un directeur technique et une directrice commerciale ou un directeur de la stratégie. Et juste pour conclure, donc, quelques mots sur nous. Donc Clever Values, donc on s'est fondé sur la méthodologie que vous avez vue. Donc, méthodologie que j'ai développée, en fait, pas tout seul, mais avec un professeur de business school qui est un prof à l'INSEAD qui s'appelle le professeur Oulaga, qui est vraiment un spécialiste de ces sujets, qui a beaucoup publié dans le domaine. Donc, on travaille en binôme ensemble depuis plus de 15 ans. Et en fait, on a confronté ça à l'expérience de Jacques et à la mienne. Donc, voilà, donc ça fait une méthodologie assez robuste. Donc, il y a 1 an et demi, donc à l'été de l'année dernière, on a passé beaucoup de temps à rédiger un guide de méthodologie bien fait. Après, on a transformé ça en des specs pour un logiciel. On s'est dit, et si ça serait, enfin, ce qui nous a manqué, c'est qu'il n'y a pas de plateforme, il y a très peu de logiciels dans le domaine qui permettent de construire sa proposition de valeur. Donc, on est en train de finaliser les tests d'un logiciel qui permettra de faire ce que je vous ai dit, mais accompagné. Donc, pour vous, vous pourrez vous connecter, vous abonner et puis faire tout le parcours qu'on a vu ensemble. Donc, le logiciel, il permet de faire 3 choses. Il permet de faire tout le parcours. Donc, il vous guide dans la méthodologie. Le deuxième élément, on va mettre du collaboratif, comme ça, si vous êtes plusieurs à travailler dessus, vous pouvez regarder ce que les autres font et chacun peut apporter sa brique. Et il y a une base de données, parce qu'en fait, vous allez voir qu'une proposition de valeur, c'est jamais terminé. Vous allez faire une version, vous allez voir un nouveau client, vous allez dire, ah, finalement, il me manque un attribut sur lequel je n'ai pas insisté. Et là, grande angoisse du chef d'entreprise ou grande angoisse du responsable du marketing. Malheureusement, il a des slides et il a de l'Excel, c'est pas facile à mettre à jour. Là, au moins, on aura une base de données un peu simple qui permet assez vite de modifier les attributs, de mettre à jour. Donc voilà, donc ça, c'est la version 1. Et on va commencer à lancer un projet de R&D sur une version 2. On mettra un peu d'intelligence artificielle à l'intérieur pour aller chercher des informations sur vos clients et vos compétiteurs, sur le web, sur des gros documents qui sont les rapports annuels, etc., sur leurs offres, les offres des compétiteurs ou sur les points importants pour le client, ses objectifs stratégiques. Tout ça pour vous faire gagner du temps. Vous n'avez pas le temps de faire du screening, du scrapping de web. On fera à votre place de façon accélérée. Et donc, on permet, en fait, on accompagne les entreprises sur la construction de propositions de valeur, sur l'impact financier environnemental et sur la vente. Donc, voilà. Donc on offre à la fois la plateforme et un accompagnement. Alors, l'accompagnement, ce n'est pas du conseil sur le long terme. On n'est pas là pour rester chez vous pendant des mois et des mois. On fait des prestations ciblées dans le temps. Le but, c'est de vous transférer la méthodologie. Après, vous serez complètement autonome pour le faire sans nous, pour mettre à jour votre proposition de valeur, en construire une autre, et le faire soit à la main avec la méthode, soit pour aller plus vite avec le logiciel. Pour 2 mots sur qui on est. Donc, moi, je me suis présenté en début. Jacques, lui aussi, c'est un ingénieur, donc c'est un centralien. Donc, il a bossé dans des grandes boîtes d'ingénieurs comme moi. Donc, chez Matra, chez Cap, on a bossé ensemble, et chez Lagardère. Et en fait, en même temps qu'il est chez Clever Values, il est prof, un tiers de son temps, il est prof dans des grandes écoles, à Centrale Supélec, à l'IFP School, à l'EM Normandie, notamment sur des sujets de transition des systèmes énergétiques. Et on a 2 développeurs, un développeur expérimenté, Noureddine, et un développeur plus jeune, Ibrahima. Alors, donc, oui, quelques exemples d'applications. Donc, Osmose, j'en parlerai pas parce que c'est Frédéric qui l'a présenté. C'est le premier exemple, premier projet qu'on a fait qui est en phase terminale. Le deuxième, moi, je l'ai évoqué en cours de session déjà. Donc, c'est Access, cette filiale de Vinci, qui offre des services, en fait, un bouquet de services donc, aux transporteurs routiers. Au départ, c'est du péage automatique. Et à partir du boîtier qui est à l'intérieur, l'idée, c'était de greffer d'autres services. Donc la géolocalisation, etc. Dans un monde hyper concurrentiel. Et pour nous, c'est un projet très international. Ce matin, je faisais une interview pour ce projet-là. J'étais avec une fédération de transporteurs espagnols. Il y a une semaine, c'était avec des Italiens. Il y a 2 semaines, c'était avec des Roumains. Donc, la méthode passe à l'international.
Bon, recherche-éducation, donc voilà, c'est très, très particulier. C'est un projet avec l'Institut Polytechnique de Paris. Et on les aide à formaliser leurs propositions de valeur vis-à-vis des entreprises pour aller chercher des fonds. Donc, très particulier. La logique est un peu différente de la logique de l'entreprise. Et on a un constructeur, en fait, un constructeur norvégien, en fait, avec lequel on travaille, enfin, quelqu'un du monde de la construction, plus exactement, qui est une entreprise qui prend des bois de qualité européenne, qui va les polymériser et qui va leur donner l'apparence et la résistance physique de bois, en fait, tropicaux. Et donc, on les aide à différencier. Alors, on forme on commence à faire des formations aussi à l'incubateur de l'X et à l'incubateur de l'ENSAM. Et à travers l'ENSAM, en fait, je commence à accompagner plusieurs entreprises, une dans le domaine de l'industrie 4.0. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Data Lobster, qui met des petits composants dans des petits appareils dans l'usine, qui va récupérer tout un tas d'informations sur les bruits, les vibrations des machines et qui va faire de la prédiction de comportement, faire de la maintenance prédictive et de l'amélioration de performance. Donc, voilà, donc on les aide là-dessus. On a une entreprise très originale qui fait du ravitaillement en vol, de rechargement en vol de radar, de drone, pardon, de drone. Et la dernière entreprise qu'on aide, c'est une entreprise qui fait une green tech, qui fait de la surveillance de la qualité de l'air. Et voilà, je vous ai laissé, vous allez recevoir les slides et je vous ai laissé mes coordonnées. Et là, c'est le moment de passer la parole à Frédéric Lefebvre, hein, qui est le directeur commercial de l'entreprise Osmos, qui est notre tout premier client et qui a eu la gentillesse de passer un peu de temps avec nous ce soir pour témoigner de ce qu'il a vécu. Je prends le relais, donc ouais, merci Jean-Marc. Eh bien, écoutez, donc moi j'ai eu plaisir à revoir la présentation de Jean-Marc. On voit qu'il l'a bien potassé, il la maîtrise bien. Les slides sont un peu trop fournis, un peu trop confus. Il faudrait que tu synthétises, je pense. T'as raison. Tu peux projeter. Je vais essayer. Alors, je vais présenter en 2 mots la société pour savoir ce que nous faisons et pourquoi on a fait appel à Jean-Marc et finalement à Clever Values. Et puis après, je suis là pour répondre à vos questions. Moi, je n'ai pas préparé de beau PowerPoint pour mettre en avant où on en est aujourd'hui. Alors, donc, effectivement, direction commerciale France pour la société Osmos. Qu'est-ce qu'on fait chez Osmos? On est spécialisé dans l'étude du comportement mécanique des ouvrages existants. Donc des structures. On s'intéresse à tout type de structure, que ce soit du bâtiment, du génie civil, public ou industriel, et parfois même, et même assez régulièrement, tout ce qui est patrimoine ancien, donc tout ce qui va être vieille pierre, en maçonnerie notamment. Et notre métier, c'est d'aller chercher de l'information en équipant les ouvrages avec ce qu'on appelle du monitoring, ou de l'instrumentation en français. Et avec ce monitoring, on va donc faire parler les ouvrages dans leurs réponses par rapport à l'environnement et au comportement mécanique. Voilà. Et notre valeur ajoutée, qui découle finalement de nos prestations de services, c'est l'analyse de toutes les données qu'on va récupérer par le monitoring, de la façon dont on va faire parler l'ouvrage, pour ensuite répondre aux questions qui nous sont posées. Voilà. Donc les questions, ça peut être très varié. Ça peut être, est-ce que l'état de santé de mon patrimoine qui est vieillissant, voire très vieillissant, peut me permettre de continuer de l'exploiter et sur quel niveau de service, jusqu'à quand? Est-ce que je peux prolonger la durée de vie de cet ouvrage-là? Il y a des dégâts, il y a des pathologies, il y a même des fois des sinistres. Est-ce que ça remet en cause la fonction première, la fonction mécanique première de ce patrimoine? Et globalement, de façon générale, on va participer à la maîtrise des risques dans le cadre de l'aide à la gestion du patrimoine. Voilà. Donc nos applications sont à la fois sur le bâtiment, le patrimoine ancien, comme je l'ai dit, assez ciblées aussi désormais sur tout ce qui va être ouvrage d'art et notamment les ponts. Qui font parler beaucoup d'eux depuis quelques années. Et puis, de façon assez forte, depuis 3 ans maintenant, on est très présent, de plus en plus en tout cas, auprès des industriels. Et je fais donc le lien avec Clever Values, c'est que nous avons aujourd'hui une clientèle d'industriels qui sont des gestionnaires de parcs, notamment de silos, dans le cadre de stockage de matières premières, donc agroalimentaires. Ça peut être des céréales, ça peut être du sucre, ou des oléagineux, ou des petits pois, ou des choses comme ça. Et aujourd'hui,
dans 90% des cas, je n'ai pas fait le calcul, mais ces clients nous appellent quand ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une réalité qui fait que la dégradation de leur structure ou des problèmes sur leurs équipements génèrent de la maintenance, j'allais dire un petit peu à outrance. Et donc, ils ont, comme tout le monde, un carnet de commandes à honorer, et ils ont des choix stratégiques à opérer sur le maintien en conditions opérationnelles de ces ouvrages dont la plupart ont hérité, puisque ce sont des ouvrages anciens, d'après-guerre, la plupart du temps. Et notre positionnement aujourd'hui là-dessus est bon. On a, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, on a notre boîte à outils technique, on sait comment la vendre, on connaît les arguments et on connaît aussi la concurrence quand elle existe qu'il y a en face. Mais c'est souvent du one-shot, c'est-à-dire que c'est une relation B2B, certes, facile à pouvoir créer de l'échange, mais une fois qu'on a répondu aux questions, la mission s'arrête. La mission s'arrête et donc il faut en trouver une autre. Il faut recommencer. Et donc on repart dans le chemin de la prospection et parfois même nos clients eux-mêmes ne sont pas forcément les plus sachants sur les problématiques qu'ils ont ou qu'ils vont avoir. Donc c'est en permanence un schéma, je dirais, d'échange et de challenge de nos clients actuels et aussi de nos prospects, donc clients futurs. Et au moment où Jean-Marc est venu nous présenter la démarche de Clever Values, effectivement, j'étais avec les collègues en train de réfléchir à la proposition de valeur que l'on pouvait offrir pour non plus regarder le silo qui est l'objet de nos études pour l'explication, là, non plus de regarder le silo en tant qu'objet unitaire, indépendant et isolé, mais faisant partie d'un tout, et de voir comment cette unité qui s'inscrit dans le schéma industriel global, quelle valeur il a, quel poids il a, et comment on peut aider et accompagner le client à mettre des indicateurs, KPI pour ceux qui connaissent ce terme-là, sur l'état de santé de ce patrimoine et donc ensuite agir et prioriser par rapport à ça. Voilà. Donc, quand Jean-Marc est venu nous présenter ça, j'ai dit banco d'une certaine manière, on est en plein dans la réflexion, mais on a la connaissance de notre métier, de nos clients, de notre périmètre. Et on n'avait pas suffisamment, j'allais dire, de méthodes pour prendre de la hauteur et regarder le sujet dans son ensemble. Et on n'avait pas les outils et la méthode pour aller finalement interviewer les clients pour qu'ils puissent nous dire ce vraiment à quoi ils sont confrontés, on va dire, au quotidien et ce qui a vraiment de la valeur pour eux. Donc, depuis maintenant 6 mois, je ne vais pas compter à peu près, mais ça doit être à peu près ça, Jean-Marc. Oui, tout à fait. On a démarré l'exercice avec effectivement, au départ, on va dire des clients de confiance, c'est-à-dire des gens qui nous ont déjà fait confiance et qu'on connaît, en tout cas sur un périmètre, et ils nous connaissent aussi sur un périmètre. Et au travers de la démarche que Clever Values nous a proposée, on a pu effectivement construire des guides d'interview et donc impliquer nos clients sur des réflexions qui allaient au-delà de leurs attentes premières. Voilà. Donc déjà, ça les implique dans une démarche où c'est un petit peu co-développement. Voilà. Donc la collaboration se crée déjà à ce niveau-là. Donc il y a un certain respect qui s'installe de fait, puisque quand on vient solliciter quelqu'un pour lui demander son avis et qu'on s'intéresse à lui, en général, les gens sont plutôt de bonne composition. Et ils ont, en tout cas sur les deux clients qu'on a pu interviewer jusqu'à présent, ils ont bien joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont ouverts dans leurs attentes par rapport à ce que l'on propose et ce qu'ils connaissent déjà, mais aussi surtout par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire en parallèle ou en complément à ce qu'on leur propose. Voilà. Et donc, notre approche a été effectivement de dire, on ne se met pas de barrière. On va regarder effectivement là où on a des atouts, là où on a du savoir-faire et là où on a effectivement une performance à court et moyen terme qui est presque, j'allais dire, pas forcément garantie, mais en tout cas facile à atteindre. Et puis tous les sujets qui sont connexes et parallèles sur lesquels ça peut être soit de la concurrence, soit du partenariat, soit un développement de prestations en interne. Et là, effectivement, la méthode de Clever Values a permis de mettre le doigt sur les sujets qui ont de l'importance, vus par le client et sur lesquels Osmose peut apporter de la valeur ajoutée. Donc, pour le moment, comme l'a dit Jean-Marc, on est plutôt sur la fin. Donc, on n'a pas encore fait toute la quantification pour pouvoir mettre les euros et les chaînes, les leviers de décision côté client, mais on touche au but, comme on dit. Et donc, cette démarche a permis effectivement d'être à la fois acteur de la méthode, puisqu'on entraîne nos clients avec nous, et en même temps d'être un peu spectateur de ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire un effet de miroir dans lequel
en tant que commercial, on va se dire, OK, ça, je l'aurais abordé de cette façon-là et je l'aurais même presque mis déjà un prix dessus. Et ben non, je m'oblige à réfléchir à la façon dont je vais m'assurer que le client va en tirer une valeur ajoutée et comment lui va la quantifier. Voilà. Donc, c'est pas comment nous, on a envie de lui vendre, c'est comment lui a envie, effectivement, de l'intégrer dans sa démarche. Donc ça, c'est très enrichissant. Ça a valu confirmer certaines choses qu'on avait pressenties. Donc ça, c'est très bien. Ça permet effectivement d'avancer vite sur des sujets. Et puis sur d'autres leviers, effectivement, de dire c'est minoritaire ou c'est essentiel par rapport effectivement à leurs attentes. Donc le fait est que Clever Values est le seul à nous avoir présenté ce type de méthodologie, puisque c'est une méthodologie en fait, à la portée, je dirais, de tous ceux qui sont investis et qui peuvent effectivement être capables d'aller chercher et sourcer aussi des infos, puisque Clever Values n'arrive pas avec tout le paquet, il faut lui donner à manger quand même pour qu'il puisse mettre en place la méthodologie. Donc ça nous oblige à faire un travail de fond et d'analyse qui est de fait intéressant, à prendre de la hauteur, comme je le disais tout à l'heure, et effectivement de regarder, non plus de proposer des solutions à des problèmes identifiés, mais également de regarder, comme tu l'as formulé tout à l'heure, tout ce qui peut être perçu comme des bénéfices qui vont au-delà de la prestation, je dirais, cadrée initiale. Voilà. Donc, en témoignage, je dirais que la méthodologie est intéressante parce qu'elle oblige à prendre de la hauteur, elle oblige à se repositionner en tant que commercial, c'est-à-dire faire du commerce. Comment on va faire du commerce? Et le client est intéressé à ça puisqu'il y voit l'intérêt non plus, je dirais, de dépenser des prestations au coup par coup, mais peut-être d'investir, effectivement, et plutôt d'investir dans du moyen à long terme. Alors, on n'est pas encore en train de trouver la clé magique qui va transposer tous nos contractuels vers ce type d'accompagnement à l'aide à la gestion de patrimoine sur le long terme. En tout cas, on a compris où fallait faire la balance et où il fallait faire l'effort. Donc, en ça, c'est déjà un bénéfice. Et puis, le deuxième gain, c'est effectivement de faire rentrer le client un peu plus dans nos pratiques et nous-mêmes d'être un petit peu plus intégrés dans les pratiques du client. Donc, ça renforce la relation de confiance qui pouvait déjà exister et ça implique les deux parties dans un bénéfice commun. Donc, c'est plutôt, je dirais aujourd'hui, très enrichissant et a priori positif. On verra sur 2023 on verra ça ensemble, on marque sur le budget combien on peut mettre. Mais ça, c'est l'état d'après. Voilà ce que je peux apporter comme témoignage un peu à chaud. Merci beaucoup, Frédéric. Et répondre à vos questions tant que le temps est disponible. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Vous avez des questions? On a beaucoup parlé. Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est que quand je vous entends, j'ai l'impression que la démarche vous a permis de mieux travailler avec vos clients. Et eux de mieux apprécier qui vous étiez, ce que vous aviez à leur apporter. Mais je n'ai pas senti qu'il y avait une pression concurrente qui, pied à pied, par rapport à vous, construisait plus de poteaux au mètre carré. Enfin, je n'ai pas compris où était la menace concurrentielle qui vous avait poussé à faire ça. J'ai l'impression que vous avez eu une démarche, ou en tout cas c'est ce que j'ai perçu, qui ne vous a permis que de vous élever, mais qui n'était pas la riposte à une menace concurrentielle qui vous faisait disparaître. Où était la menace réellement pour vous? Alors, la menace, c'est que… Dit autrement, contre qui vous battez-vous? Pardon, dit autrement, contre qui vous battez-vous en termes de concurrence et en quoi étiez-vous différent ou en quoi étaient-ils, eux, différents de vous et menaçants pour vous? Alors, la concurrence au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire à périmètre équivalent, chez nous, on en a assez peu. Soit on va la trouver sur l'aspect mesure, c'est-à-dire sur l'aspect monitoring. Là, il y a plein de monde qui sont capables de poser des capteurs et d'aller chercher de l'information et d'envoyer cette information sur un cloud à destination des utilisateurs. Et inversement, et de l'autre côté de la barrière, je dirais, on a des concurrences sur l'ingénierie qui sont très, on va dire, non pas conservateurs, mais qui sont habitués à travailler dans le domaine de la normalisation, de la réglementation technique. Et donc d'aller justifier, d'aller chercher des coefficients de sécurité par le calcul. Nous, on propose une chaîne de valeur qui va aller chercher à optimiser le résultat qu'on pourrait obtenir par le calcul en utilisant la donnée vraie qui est sur le terrain. Mais cette donnée vraie-là, aujourd'hui, elle n'apparaît qu'en cas de problème. Et à partir du moment où l'ingénierie, on va dire classique, n'arrive plus à justifier la stabilité ou les renforcements qui vont devoir être faits. Donc on se bat contre de vieilles habitudes qui sont que l'ingénierie de la construction
qui est basé sur le fait de concevoir et ensuite d'exécuter tel que la conception l'avait prévu des ouvrages. Sauf qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces ouvrages qui ont vieilli, qui ont 50, 60, 70 ans, voire plus pour certains, ils ne répondent plus aux réglementations et aux normes actuelles. Et donc, on se bat contre le fait que, de plus en plus, soit on apporte des solutions pour permettre à prolonger la durée de vie de ces ouvrages et à mettre le doigt sur qu'est-ce qui influe et qui impacte vraiment sur l'état de santé de ces ouvrages-là, sans pour autant passer tout de suite par la case renforcement travaux. Et on se bat aussi par les habitudes de nos industriels qui, d'ailleurs, on a encore eu le témoignage tout à l'heure, pas plus tard qu'en début d'après-midi, pendant 30 ans n'ont jamais eu de problème, et là, commencent à voir les problèmes s'accumuler. Donc, une génération de personnes qui se disent, bon, comment je vais pouvoir gérer demain mon patrimoine vieillissant dans lequel finalement mon niveau de service va plutôt faire augmenter que diminuer. Donc on se bat contre des habitudes qu'ont pris nos clients à travailler uniquement au coup par coup et à subir l'urgence. Et on se bat contre le fait que leur seul référentiel aujourd'hui, c'est l'ingénierie de la construction qui doit justifier par un calcul. Or, aujourd'hui, nous, on leur démontre qu'on est capable de réévaluer l'état de santé d'un point de vue pratique, pragmatique, empirique, et que, indépendamment du résultat de calcul, on peut s'engager sur des usages, des niveaux de service, de la prolongation. Donc, notre concurrence, c'est à la fois nous-mêmes dans l'offre de service et la limite de l'offre de service, et en même temps dans le fait de trouver effectivement des clients qui vont plutôt penser gestion de patrimoine que réparation au coup par coup. Donc, c'est aussi en ça qu'on cherche à voir s'il y a une appétence, en fait, à cette démarche-là. Parce que le premier client qui nous fera confiance dans cette démarche-là, non seulement on signe avec lui pour plusieurs années, donc il y a une fidélisation qui s'installe, il y a une relation de confiance qui va grandir avec lui, et en plus, il va mettre dans son organisation effectivement les économies, en tout cas les gains qu'il pourra faire par rapport au fait de dire je navigue à vue et je dépense quand j'en ai vraiment besoin. Donc, c'est pas effectivement le même cas de figure que l'aspect concurrentiel produit qu'a présenté Jean-Marc. C'est plus sur le fait que la prestation de service s'intègre dans le schéma organisationnel d'une gestion de patrimoine et que cette gestion de patrimoine doit se nourrir et s'enrichir d'indicateurs qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans les habitudes de nos clients. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, non, mais merci. Voilà, donc c'est ambitieux, et on ne s'attend pas à trouver 15 clients comme ça d'un coup, d'un seul, qui vont dire « Ah, c'est exactement ça qu'il nous fallait ». Mais par contre, ça permet effectivement de nourrir et de renforcer la projection de l'évolution de notre métier dans des applications dont on sait qu'elles sont aujourd'hui essentielles, hein, puisque le stockage des matières premières et la distribution sur le marché de ces matières premières passent nécessairement par le flux industriel qui passe par les silos. Et au fond, si je m'autorise à prolonger la réflexion en disant la démarche ne vous a pas permis de vendre plus cher, en revanche, la démarche vous a permis d'emporter plus facilement l'adhésion d'un client parce que vous lui apportiez une valeur ou une prise de conscience de ce que vous pouviez lui apporter qu'il n'avait pas avant. Et donc, ça a solidifié votre propre acte de vente. Est-ce que ce résumé est correct ? C'est correct, et j'ajouterais que ça permet au client de nous voir sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on peut être intégrateur de solutions qu'il a déjà. Donc, prenons des exemples concrets, les silos en béton armé, vous connaissez le béton armé, c'est un matériau qui vieillit et de temps en temps les armatures se corrodent et de temps en temps ça fait fissurer, éclater le béton et de temps en temps ça tombe. Et ça peut tomber sur des gens. Donc il y a un aspect sécurité des biens et des personnes qui vient se greffer à la notion de maintenance et d'entretien des silos. En parallèle de ça, ils ont besoin effectivement de faire des relevés, des inspections périodiques parce qu'ils ont la Dreal sur le dos et qui va leur demander des comptes pour telle fissure, pour telle problématique, pour tel équipement. Et en parallèle de ça, ils ont aussi un budget de maintenance qui est plutôt, on va dire, revu à la baisse compte tenu de l'augmentation de tout ce qu'il y a à côté, de la matière première, des coûts d'énergie, etc. Donc l'optimisation de tout ça en un tout et piloté par un seul et même prestataire peut leur permettre effectivement non pas de se dispenser de le faire, mais de le faire au bon moment et d'investir au bon moment pour maintenir en état les différents outils dont ils ont la charge.
Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec Frédéric, quand on a raisonné sur la... Avec Frédéric et Anthony, dans l'équipe de Frédéric, quand on a raisonné sur le schéma que j'ai montré tout à l'heure, l'architecture de création de valeur, c'est là que Frédéric a dit on peut se positionner différemment de ce qu'on a actuellement. Parce que pour l'instant, on est positionné au niveau des prestations. Il faut qu'on remonte au niveau des bénéfices et qu'on soit capable de prendre des engagements à ce niveau-là. Donc là, c'est plus du tout le même positionnement. C'est pas le même type de prestation. Je suppose que le chiffre d'affaires à la fin sera plus important parce que plus long. Puis quand on prend un risque comme ça, il est rémunéré. C'est un changement de positionnement par rapport à sa chaîne de valeur. En vous écoutant, je me suis rendu compte que dans l'entreprise que je dirigeais il y a une quinzaine d'années, je faisais du value-based marketing sans m'en rendre compte, comme M. Jourdain. Alors, si vous permettez, je vais passer 5-10 minutes à témoigner de la manière dont je réagissais. Mon entreprise était une entreprise qui fournissait des espèces d'échafaudage pour faire la maintenance des avions. Vous ne le savez peut-être pas, mais un avion passe en gros 3 semaines à 1 mois par an dans un hangar à se faire ausculter de partout, démonter de partout pour vérifier que toutes les parties mobiles et toutes les parties qui peuvent s'user sont en bon état. Et pour faire ça, il faut accéder à toutes les parties de la carlingue d'un avion, depuis le haut de la queue qui est à 15-20 mètres, jusque le train d'atterrissage, la trappe dans laquelle rentre le train, etc. Donc, nous faisions ce genre d'échafaudage et on a essayé de les vendre à différents clients. Et on se rendait compte qu'on avait en face de nous, d'une part, des chefs de hangar qui passaient leur temps à demander à leurs managers de faire de plus en plus d'investissements, ce qui était bon pour nous, mais simultanément d'avoir des managers qui râlaient en permanence parce que leur chef de hangar demandait des investissements, mais ne promettait jamais rien en contrepartie. Et donc, je m'étais lancé dans cette espèce de démarche pour essayer de voir comment fournir un échafaudage qui permet d'accéder à toutes les parties de l'avion et au passage de faire en sorte que les ouvriers qui travaillaient à la maintenance de l'avion puissent travailler dans des conditions de confort en hauteur et de sécurité qui conviennent. Et qu'un ouvrier qui travaillait dans de bonnes conditions de confort était plus productif qu'un ouvrier qui travaillait dans de mauvaises conditions de confort. Et quand je prends un exemple, j'ai vu simultanément, ou pas simultanément, mais dans certaines applications, quand il s'agissait d'accéder sous l'aile d'un avion posé au sol, il y avait un gars qui avait, pour accéder à ce truc-là, 2 escabeaux, il mettait un pied sur chaque escabeau et ensuite il essayait d'accéder par en dessous, ce qui était dans des conditions d'inconfort absolu et de danger parce qu'il pouvait tomber en permanence. Et puis à côté de ça, il y avait des plateformes qui faisaient 1 ou 2 ou 3 mètres carrés, qui étaient à la bonne hauteur, comme par hasard, et qui permettaient de mettre 1 voire 2 ouvriers qui pouvaient travailler ensemble, coopérer et finalement arriver à faire l'opération de maintenance dans un délai beaucoup plus court grâce au confort qu'apportait la plateforme sur laquelle ils pouvaient monter. Et donc, j'ai essayé de formaliser ce truc-là et en disant, ben voilà, si vous utilisez telle et telle plateforme, ben voilà les gains que vous pourrez faire en temps de... Et là, je me suis rendu compte que la difficulté que j'avais, c'était que les chefs de hangar refusaient systématiquement de s'engager à une réduction du temps de travail pour assurer telle ou telle prestation. Ils avaient l'habitude d'être en situation... Alors, les chefs de hangar, c'est dans la hiérarchie de l'entreprise de maintenance ou de la compagnie aérienne, c'est des gens relativement bas. Ce n'est pas des bacs plus 5, c'était plutôt des bacs ou à peine plus. Ils encadraient en gros une centaine de personnes. Pour faire la maintenance des avions, il faut en gros 100 personnes qui travaillent pendant 3 semaines en 3 fois 8. En gros, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur, c'est-à-dire en gros 20 000 heures de main-d'œuvre pour rendre l'avion à l'exploitation. Et bien sûr, rendre l'avion un jour plus tôt que 3 semaines, c'était gagner énormément. Sur un avion genre A320,
le gain pour la compagnie aérienne, c'est de l'ordre de 150 à 200 000 euros. Rendre l'avion un jour plus tôt, c'est 200 000 euros de bénéfices de plus. Voilà. Et donc, je m'étais rendu compte que j'avais en face de moi le manager qui, lui, était prêt à m'écouter, à me dire, etc., bravo, etc., mais qui voyait qu'en contrepartie, il y avait son chef de hangar qui avait des réticences importantes à s'engager à dire de rendre l'avion un jour plus tôt ou 2 jours plus tôt à la fin. Et donc, malgré tout, le fait de dialoguer sur ce thème-là m'a permis de faire en sorte que chez le client, les deux impétrants, le manager qui finançait l'investissement et le gars qui réalisait les économies de temps passé, finalement dialoguaient un peu entre eux. Et avec le temps, je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui était devenu à mon bénéfice, parce que j'avais réussi à aborder la quantification, ton point majeur que tu soulèves, la quantification de la valeur apportée par un investissement qu'il pouvait avoir. Voilà. L'expérience, il y a toujours dans la salle quelqu'un qui a une raison pour ne pas quantifier. Donc, il faut toujours passer ce bail, il faut toujours passer cette barrière-là. Il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. On n'a pas les informations, c'est pas précis, etc. Même cet après-midi, avec le client qu'on a vu avec Frédéric, ils ont dit oui, on comprend les formules, on les valide, mais est-ce que ça va vraiment refléter le réel, quoi. Donc, il y a toujours une barrière par rapport à ça. Alors, dans le cas de la maintenance d'un avion, bien sûr, il y a une partie inspection de l'État, et puis ensuite, il y a une partie réparation selon l'État. Et la réparation selon l'État, c'est en fonction de la vieillerie de l'avion. Et ça peut multiplier au final le temps par 2, voire par 3 au total. Donc, il y avait un élément de comparaison qui se perdait complètement, qui était l'état de conservation de l'avion et de la décision de réparer ou de changer la pièce. Voilà. Question. Moi, je vais juste dire un mot. Nous avions prévu d'avoir un troisième intervenant, Romain Léco, et qui a été empêché pour des raisons familiales. Je ne sais pas si je suis autorisé à prendre la parole à sa place, mais je peux relater l'expérience que j'ai eue avec lui. C'était l'époque où il était dirigeant d'une entreprise qui fabriquait des échangeurs thermiques, et pour être plus précis, des thermoplongeurs. Un thermoplongeur, c'est un tube en métal, un métal très très particulier qui plonge dans un bain de métal en fusion, et dans l'objectif de tenir ce bain de métal justement en fusion et d'éviter qu'il ne se solidifie. Donc c'est des trucs assez performants sur le plan métallurgique. C'est des métaux spéciaux qui s'élèvent à des températures très élevées pour maintenir un bain d'aluminium. Qui reste solide à des températures très élevées. Oui, qui reste solide à des températures très élevées. Et plus élevées que le métal qu'il s'agit de fondre. Et quand c'est un bain d'aluminium, vous connaissez tous le point de fusion de l'aluminium. Donc vous savez que ce sont des températures très élevées. Et en fait, ce thermoplongeur devait donc être inséré dans ce qu'on pourrait appeler une banale cuve, mais au fond, progressivement, il est apparu que ce n'était pas une banale cuve, c'était ce qu'on appelait un four composé d'une cuve et d'un thermoplongeur. Et que finalement, son thermoplongeur à lui était juste l'élément qui avait le plus de valeur dans la combinaison complète. Or, en fait, ils vendaient aux fabricants de fours qui eux-mêmes intégraient le thermoplongeur dans un produit complet à destination des fonderies. Et pour remettre les choses d'équerre, en euros, son thermoplongeur, il le vendait à disons 3 000 euros dans un four qui était fait d'un récipient un peu sophistiqué, j'entends, mais la combinaison complète se vendait 15 à 20 000 à la fonderie. Donc finalement, c'était lui qui apportait le plus de valeur technologique face au reste qui était des composants passifs. Et malgré tout, l'essentiel de la valeur était capté par celui qui fabriquait les composants passifs. Et donc, ça l'a amené à réfléchir à la contribution qu'il avait à la valeur pour le client de son client et à se dire, non, mais mince, c'est quand même un peu fort de café, c'est moi qui en fais le plus et c'est moi qui suis le moins bien rémunéré. Ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Et il a remis le problème à l'envers, à l'endroit plutôt, dans le bon sens. Et ça a débouché vers un travail quand même, non pas opposé, mais main dans la main avec ces fabricants de fours, en recherchant avec eux dans une démarche qui était un peu une démarche de co-développement, en disant mais comment finalement votre produit répond le mieux aux objectifs de vos propres clients et quelles adaptations on doit faire l'un et l'autre
Et finalement, ça lui a permis de solidifier son lien avec son client dans l'offre de son client au client de ses clients et a évidemment revalorisé sa prestation au passage. Et puis après, avoir une démarche très horizontale chez tous les fabricants de fours, puisqu'il a pris conscience de l'importance de sa valeur dans cette niche de métier. Voilà, donc c'est une démarche un peu du même type. Je pense que c'est à peu près les mots qu'aurait employé Romain Léco s'il avait été avec nous. Il aurait évidemment rendu le propos beaucoup plus vivant que je ne peux le faire, mais moi j'étais investisseur dans l'affaire et j'ai pris acte de l'importance de cette valeur. C'est pour ça que quand je t'ai rencontré, Jean-Marc, ça a tout de suite évoqué chez moi quelque chose, l'idée d'aborder le thème de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou est-ce que Jean-Marc, tu avais prévu de témoigner sur d'autres aspects ou est-ce qu'on a fait le tour en tout cas pour l'exposer? Est-ce que... C'est toujours évident justement de valoriser. Par exemple, dans l'exemple que tu citais, là, vous avez réussi à augmenter la valeur de 3 000 € vers plus de valeur, finalement, ou finalement c'était plus pour justifier un petit peu la valeur de ce composant clé finalement du four. Il n'a pas réussi à faire en sorte qu'au lieu de faire 3 et 15, ce soit 15 et 3. Ça n'a pas tout à fait fait comme ça. Mais c'était la prise de conscience du fait qu'il était le composant à vraiment valeur ajoutée et à différenciation dans l'ensemble global. En plus, il y avait quand même des différences de conception notoires, parce que jusqu'à présent, il se battait, je vends un échangeur, un échangeur de température, je me bats contre un autre échangeur de température et au fond, chacun va se battre sur son poids en métal ou sa vitesse d'élévation de la température, enfin, donc sur un indicateur où je me bats, je me cogne contre mon voisin et je me compare à lui, au lieu de comment je remplis mieux la fonction de mon client par la conception que j'ai de mon produit, voire comment je demande à mon client de modifier la conception de son produit pour qu'on ait une osmose parfaite et à la fin un couple gagnant-gagnant en termes de performance. Et évidemment, dans cette démarche de co-développement, on quitte l'univers dans lequel on était de je me bats contre mon concurrent et comment je dois être placé, et on rentre dans un autre univers. Donc ça a été quand même à la fin gagnant en euros. Ce que j'ai en mémoire, c'est qu'il allait chercher des 10 et des 15% de revalorisation de ses produits. Il n'allait pas doubler la valeur de ses produits pour autant. Mais il faisait place nette dans la relation avec son client et il augmentait légèrement ses prix. Parce que je pense qu'effectivement, il y a un élément essentiel qui est le go-to-market. Moi, j'ai travaillé dans les logiciels pour les box des opérateurs. Finalement, la box que vous avez chez vous, vous avez l'Internet. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, quand on vend le logiciel, il représente une valeur qui est inférieure à 5 ou 10%, il représente 5 à 10% du prix total de la box. Finalement. On valorise le hardware, toujours, c'est un acheteur, finalement, une box. C'est valoriser un hardware, c'est faire une analyse, voilà, des composants électroniques, ça vaut tant et tant, je fais la somme des composants électroniques, la carte, le plastique, le chiffre, etc. Et quand le logiciel qu'on fournit, effectivement, c'est un nombre de millions de lignes de code, ce qui fournit un certain nombre de fonctions, mais la chaîne d'achat étant dirigée par des gens qui ont l'habitude d'acheter des box, on a du mal vraiment à rentrer sur un modèle de licence logicielle annuelle, etc. On est plutôt là au shipment, on va porter une portion de cette fonction-là, quoi. Et il y a aussi la force dans l'industrie, de la concurrence, on a du mal à faire bouger finalement. Donc après, il y a aussi la chaîne de la valeur, comment on arrive à modifier ça. C'est et le go-to-market. Ce sont des éléments, une fois qu'on a trouvé la valeur, on essaie de la mettre en place. Comment on arrive à l'imposer dans le processus d'achat. C'est un élément assez complexe, je trouve. Oui, c'est toujours un peu important. Mais il y a des trésors qu'on peut trouver dans les dialogues qu'on peut avoir avec ses clients. Si vous arrivez à trouver des difficultés qu'ils peuvent avoir ou des choses que vous pouvez améliorer qui ne sont pas forcément uniquement liées au code que vous développez, mais peut-être dans la façon dont ça s'intègre avec le hard, ou dans la façon dont ça s'intègre dans les services qu'ils vont produire. Et si vous arrivez à trouver ça, vous allez avoir un gisement sur lequel vous allez. On joue sur c'est l'actualité, sur la durée de cette box. Cette box, comme elle va être maintenue par un logiciel, finalement, elle va avoir une durée de vie qui va être étendue de quelques années. Donc là, il y a un ROI qui est immédiat pour le client, quand même, sur la maintenance active de ces box, et à la place d'avoir une durée de vie de 5 à 7 ans, d'avoir une durée de vie jusqu'à 10 ans. C'est un élément clé, finalement, de cette offre-là. Mais malgré tout, voilà, le marketing comprend ça très bien.
les acheteurs et la façon d'acheter un petit peu moins. Mais en fait, en passant beaucoup de temps avec ses clients, en posant les bonnes questions, en préparant bien les choses, on arrive à trouver des trésors. Dans le cas avec Frédéric, là, dans le cas d'Osmo, c'est un sujet qui n'a pas été abordé. C'est que, bon, il y a un client qui nous a parlé d'assurance, d'assurance des silos. Et donc, on a été voir un courtier d'assurance. C'était super intéressant. On a découvert qu'il y avait un vrai problème d'assurabilité des silos. Donc là, on n'est même plus sur la quantification de valeur, on est sur le fait qu'il y a des silos qui risquent de ne pas être assurés. Et ça, on ne l'avait pas au départ. Donc, on peut avoir enfin, dans le dialogue avec des clients, vous allez découvrir des pépites. Et à un moment, ils vont s'ouvrir. Il faut toujours bien préparer ces interviews pour montrer que vous apportez quelque chose. Et après, normalement, ils s'ouvrent et ils vous sortent quelque chose que vous n'avez pas prévu, qui peut complètement changer votre terrain de jeu. Mais mon petit doigt me dit quand même, par rapport à cet exemple de la box et de son logiciel, que quand le client de mon client est le B2C, univers dans lequel il y a quand même pas mal de low cost qui cognent dur, en fait, les degrés de liberté de mon client sont quand même pas mal contraints et limités. Et du coup, quelle est l'aptitude de mon client à vraiment recevoir mon discours sur la valeur? Tu as dit tout à l'heure, Jean-Marc, je ne fais pas de B2C. J'ai bien entendu, et je conçois qu'il puisse y avoir de l'écho par rapport à l'interrogation que je porte, mais je me demande s'il ne faut pas aussi se poser une question quand le client de mon client est du B2C. Moi, je préfère quand le client de mon client est un B2B, parce que sur toute la chaîne, on va réagir et on va regarder, est-ce que moi, je peux améliorer ma propre proposition de valeur dans mon univers, et est-ce qu'on peut la recevoir? Or, quand on a en face de soi, alors je ne sais pas si c'est vraiment du B2C grand public, le client de... Non, ça, Ouais. le client, c'est l'opérateur. Mais après, effectivement, comme tu dis, l'opérateur est coincé Ah oui. au prix de l'abonnement. Parce qu'il y a des prix magiques et 20 € par mois. voilà. Et puis quand on a un Xavier Niel en face, enfin, je ne dénonce personne, mais quand on a quelqu'un qui vraiment fait prophétie de low cost en face, ça doit quand même câbler toute une industrie à travailler à l'envers par rapport à son prix de marché à lui. Sans aucune possibilité d'aller vers le haut, quoi. Donc, on a quand même un jeu à contrainte, là. Alors, le sujet du B2C, ce n'est pas une question de contrainte de prix, c'est que notre méthode, elle se fonde sur des critères objectifs de quantification. Et dans le monde du B2C, les critères ne sont pas uniquement des critères objectifs. Il y a des effets de mode, des effets de tribu, etc. Et ça, nous, on ne l'aborde pas du tout. Mais par contre, si votre client, c'est du B2B2C, celui qui est entre les deux, il a forcément des éléments rationnels qui sont liés. Alors, il peut y avoir des éléments effectivement de maintenance du produit, il peut y avoir des éléments d'impact environnemental, il peut y avoir des éléments de service qu'il pourra développer en plus vis-à-vis de ses clients, etc. Et donc là, vous pouvez avoir une logique de ce côté. Mais par contre, vous adresser en direct à du B2C avec cette méthode, ça ne marche pas. Oui, c'est différent. C'est que votre méthode est basée sur l'échange avec le client. C'est forcément du B2B. Après, dans le B2C, il y a cette contrainte du client final qui rentre en compte et qui vient tendre le marché. Mais effectivement, le marketing en B2B, c'est tout de même qu'on peut faire en B2C. Il y a des exemples aussi qui sont intéressants par rapport à ce que vous dites, c'est que cette méthode-là, elle a été appliquée des fois sur des vrais produits de commodité pure. Donc voilà, donc à un moment, j'étais chez Areva, on a commencé à attaquer des sujets comme l'uranium, quoi. L'uranium, c'est une commodité, hein. Yellow Cake qui vient d'Afrique du Sud ou du Niger, enfin d'Afrique du Sud, on n'a pas du Niger ou de l'Europe centrale, mais il peut y avoir il n'y a rien qui ressemble plus à... Alors là, à partir de là, comment on fait pour se différencier? Et ça, c'est des vrais sujets, c'est-à-dire qu'en commodité pure, il y a des théoriciens de marketing qui ont dit qu'il n'y a pas de commodité. Il n'y a pas de commodité. Quand on cherche bien sur le sujet, on arrive toujours à trouver des leviers de différenciation. Et dans le cas de l'uranium, on avait trouvé des choses, parce qu'on avait trouvé des choses sur le fait que, comme on était à Areva, on avait plusieurs mines et qu'on pouvait prendre certains engagements sur ses intentions, mais sur l'évolution du prix et sur le fait de pouvoir toujours le fournir, de ne pas être en rupture d'approvisionnement. Donc, en cherchant bien, c'est un produit qui peut paraître vraiment être une commodité. Le Yellow Cake, c'est vraiment la poudre jaune d'uranium, c'est une commodité. Comment on peut la différencier? On s'aperçoit qu'en discutant, on trouve des choses qui sont toujours à côté du produit. Donc, effectivement, là, c'était la capacité de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement. C'est effectivement qu'il fallait trouver, quoi. Il y a d'autres qui ont fait ça. Jean-Marc, messieurs, mesdames, je vais devoir vous laisser. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous merci mille fois, Frédéric. Continuer. Un grand merci. Bonne soirée. Merci pour votre témoignage. Merci. Bonne soirée. Et nous, y a-t-il dans notre salle d'autres questions ou... Sinon, on passe au petit
Aux questions de la salle à distance. S'il y a des questions dans la salle à distance, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Mais... Oui, alors ça c'est une bonne question. Ceux qui posent des questions, j'ai envie de dire venez, viens Eric, viens. Ça ne t'ennuie pas, il y a une chaise qui est ici. Comme ça, on te voit et ça évite à Jean-Marc de tourner le doigt à la caméra. Voilà, tu t'approches un petit peu. Il y a une double partie dans la réponse que je vais faire. Il y a le temps qu'on passe vraiment dessus, le temps de travail nécessaire. Et donc, la valeur moyenne que je retiens dans tous les projets qu'on fait, c'est une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours de travail effectif. Ce qui perturbe le calendrier, pourquoi ça ne fait pas 20 jours calendaires? Et pourtant, j'ai beau à chaque fois tirer la sonnette d'alarme dès le départ, avant même qu'on signe quoi que ce soit avec un client, etc. C'est l'accès au client, quoi. Donc, on perd toujours un mois ou deux la disponibilité, en fait, pour avoir accès plus ou moins facilement au client. Là, dans le cas d'Osmose, ça a été relativement vite parce qu'il pour persuader le client de passer un peu de temps avec vous pour se faire interviewer. Exactement. Comme toute démarche de conseil, en fait, c'est un problème de bande passante chez le client. Exactement. Donc ça, plus on peut, c'est la seule chose qui est vraiment gourmand d'entendre. Le travail effectif, c'est une vingtaine de jours. Ça peut être moins si on connaît vraiment très, très, très bien. Alors, c'était le cas d'ailleurs avec Frédéric et avec Osmose, ils connaissaient très, très bien leur sujet. Donc, dans toutes les phases amont de préparation, ça va beaucoup plus vite. Ça peut être un peu plus compliqué, ça peut être plus que 20 jours. Quand, je vais donner un cas pratique, là, il se peut qu'on démarre un projet avec une entreprise qui fait de l'hydrogène renouvelable. L'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Et en fait, l'idée qu'ils ont, c'est de se placer dans des endroits où il y aura un écosystème de clients. Typiquement, on imagine un port. Donc, pour que le projet se fasse, il faut qu'ils mettent un électrolyseur là et qu'ils se connectent aux sources renouvelables. Il faut que l'autorité du port soit intéressée, qu'il y ait une proposition de valeur pour l'autorité du port, qu'il y ait le transporteur logistique qui soit intéressé, que les industriels soient intéressés, etc., etc. Donc là, ce n'est plus une proposition de valeur, c'est 4 ou 5. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut prendre plus de temps parce qu'on ne va pas voir. Et si tous les stakeholders ne sont pas alignés, il n'y aura pas de signature. Donc voilà, donc là, ça va prendre plus de temps. Mais en moyenne, retenons 20 jours de travail effectif et le reste du temps, c'est le temps où on accède au client. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter votre méthodologie dans l'industrie du service, non technologique et non industriel, mais dans le service ou pas? Oui, alors les projets qu'on a actuellement sont plus des projets de service. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler avec cette filiale de Vinci qui s'appelle Access. Et eux, c'est un service au départ de télépéage et un service de géolocalisation, etc. Donc, c'est vraiment du service pur. Voilà. Et puis, bon, j'ai d'autres expériences en tête quand j'étais chez Vallourec, on avait travaillé sur le sujet de Serimax, et eux, c'est une prestation de soudage, quoi. Donc, c'est une prestation de service de soudage. Mais de toute façon, les gens qui font du service, bien souvent, ont besoin d'avoir des outillages dans lesquels il faut qu'ils investissent. Et donc, la question se pose sur le retour sur investissement de l'outillage dont ils ont besoin pour assurer leur service. Un autre exemple, là, on est au stade on a formé un consortium et on espère bien qu'on va avoir le budget pour le faire. Mais là c'est un consortium qui fait de la 5G industrielle. En fait. Donc, en fait, il y a un opérateur télécom et il y a différents acteurs, donc un laboratoire dans le domaine du photovoltaïque, etc. Et l'idée qu'on a, c'est d'offrir des services de 5G à la fois au monde de l'industrie solaire, à l'industrie de la montagne et potentiellement à l'industrie automobile. Et donc, pour ça, ça va être un service. On va développer des services 5G industriels. Et donc là, il faudra justifier l'économie ou les gains dans les différents cas d'usage grâce à ces services, quoi. Donc ça faut à la fois au service et aux produits. L'avantage du service, c'est que Osmo, c'est du service, ce qu'ils vendent. Leurs équipements, c'est juste un support à rendre le service. Et ça permet plus facilement de changer son positionnement. Là, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils franchissent le pas, ils vont basculer, quoi. Purs prestataires ponctuels qui remettent un rapport sur mon silo va casser ou pas, ils vont superviser une flotte de silos pendant 1 an et ils vont prendre des commitments sur l'extension de la durée de vie, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, moi, il ne me reste qu'à remercier Jean-Marc pour son intervention qui était extrêmement éclairante sur ce thème
sur lequel nous ne travaillons sans doute pas assez dans nos cercles d'ingénieurs. À remercier, on l'a fait tout à l'heure, Frédéric Lefebvre pour sa prise de parole. Et puis à vous tous, vous dire que vous pourrez retrouver en podcast la vidéo de notre soirée sur notre chaîne YouTube d'ici à quelques jours. Et puis, nous avons le plaisir de vous retrouver tous pour la prochaine soirée XMP Entrepreneur qui aura lieu le 7 novembre, lundi 7 novembre. C'est toujours dans le format lundi soir, ici à 18h15. Lundi 7 novembre, ce sera organisé par le Club des repreneurs d'entreprise et ce sera sur le thème du sourcing. Et nous essayons d'avoir un casting riche à proposer avec, si possible, 4 intervenants, 2 repreneurs qui parleront de leur expérience de sourcing de dossiers et puis 2 conseils qui interviennent à différents titres entre le repreneur et la cible dans l'aide à l'identification de la cible pour les uns ou l'aide à l'identification du repreneur pour les autres. Voilà. Et donc, ce sera le lundi 7 novembre à 18h15. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et pour ceux qui sont présents, je crois qu'on peut rester et trinquer un petit coup ensemble. Merci beaucoup à distance. Merci pour les intervenants à distance. Bravo.